J'ai le plaisir donc d'accueillir Léon Desfontaines. Bonjour monsieur, bienvenue. Merci. Installez-vous. Et revoilà Victoria. Et oui. Salut Victoria, est-ce que tout va bien? Tout va bien. Première question, Et pour je toi pense, pour Léon Desfontaines. Moi, ça va très très bien. Bonjour à toutes et tous. Merci pour l'invitation. Un plaisir largement partagé. Et nous avons 15 minutes ensemble, Léon Desfontaines. Victoria Coussa. Vous répétez, vous l'avez encore répété sur scène, que vous êtes le plus jeune des candidats à ces élections européennes. Vous avez 28 ans. C'est pas trop difficile d'être aussi jeune dans un parti vieillissant qu'est le Parti communiste, votre parti? Justement, on est en train de rajeunir notre parti politique, on est en train de rajeunir, je dirais plus généralement, la gauche, et puis ces élections européennes sont quand même l'occasion de renouveler visiblement la classe politique, parce que je suis le plus jeune, mais la moyenne d'âge est quand même relativement jeune, compte tenu de la moyenne d'âge aujourd'hui de la population française. Au contraire, moi je le dis, j'ai 28 ans en effet, et j'observe que la gauche est aujourd'hui captive entre deux offres politiques. Je l'observe depuis le plus jeune âge. On a d'un côté une gauche libérale, celle qui a amené François Hollande au pouvoir et qui a tourné le dos aux travailleurs, et sur la question sociale, qui a mis en place les mêmes politiques de droite que celles de Nicolas Sarkozy. Et l'autre offre politique dans laquelle on est captive, c'est celle outrancière, polémiste, qui aujourd'hui cherche plutôt à diviser le peuple français plutôt que de le rassembler, qui ne sera malheureusement jamais majoritaire dans notre pays. Et bien moi je profite de Vous mon parlez âge de d'avoir LFI 28 ans, notamment de Jean-Luc Mélenchon particulièrement d'ailleurs. Et je pense qu'à 28 ans, on a besoin de renouvellement politique, on a besoin aussi de renouveler la gauche. Et je souhaite moi écrire une nouvelle page pour la gauche, une gauche qui rassemble les Français autour d'une seule ambition, d'une seule question, la question sociale, celle du pouvoir d'achat, du travail et des travailleurs. Qu'est-ce que vous proposez pour les jeunes? Pour les jeunes, je leur propose à l'échelle européenne, je leur propose beaucoup de choses. Bien sûr. À l'échelle européenne, je pense qu'aujourd'hui, tout d'abord, c'est arrêter ces fausses promesses. Moi, depuis le plus jeune âge, j'entends dire partout que l'Union européenne est formidable parce que, notamment, il y a Erasmus. D'ailleurs, quand je lis les programmes de mes homologues, des autres têtes de liste à ces élections européennes, le chapitre jeunesse se concentre bien souvent uniquement sur la question Erasmus. J'ai envie de dire, il y a un décalage entre ce que les jeunes vivent et comment ils vivent l'Union européenne et aujourd'hui ce qu'on leur promet. Donc plus d'Erasmus? Non, il faut plus d'Erasmus. Ok. Il faut plus d'Erasmus. Mais par contre, la politique européenne pour la jeunesse ne peut se résumer à Erasmus. Si aujourd'hui on a la sélection à l'entrée à l'université, c'est parce que l'Union européenne impose à ses États membres de mettre en place des coupes budgétaires, et notamment il les empêche d'investir dans l'université. Si aujourd'hui on a des contrats précaires pour les jeunes, c'est parce qu'aujourd'hui les travailleurs français sont mis en concurrence avec les travailleurs membres de l'Union européenne. Si aujourd'hui on voit qu'on est incapable de répondre à l'impératif environnemental, c'est parce que l'Union européenne nous enferme dans les énergies fossiles. Ça, faut en avoir conscience. Moi, j'en ai conscience parce que je fais partie de cette génération-là, et j'ai envie de dire, oui, on a besoin de reprendre la main sur les décisions qui sont prises à l'échelle européenne pour qu'on ait une Union européenne qui soit capable de réellement agir en faveur de la jeunesse pour répondre à l'impératif environnemental, le développement des services publics, la levée de la sélection à l'entrée de l'université, permettre de garantir un emploi stable et qui a un sens pour l'ensemble des jeunes. Voilà ce que j'attends de l'Union européenne. Ça veut dire quoi, reprendre la main? Reprendre la main, ça veut dire que les décisions qui sont prises aujourd'hui à Bruxelles et à Strasbourg, eh bien, ça serait peut-être bien que les jeunes et que la population française aient un peu plus son mot à dire sur la manière dont ça fonctionne. On a vu Bruno Le Maire qui a annoncé 10 milliards d'euros d'économies, qui vont devenir 50 milliards d'euros d'économies d'ici la fin du quinquennat. Quand est-ce que les Français ont voté pour? Parce que ces économies, il faut bien avoir conscience de ce que ça veut dire. Ça veut dire que des classes d'école vont fermer, que les fonctionnaires, les enseignants seront mal payés, que nos hôpitaux publics vont continuer de se dégrader, qu'on aura de moins en moins de fonctionnaires de police sur le terrain. Ça veut dire ça, ces économies. Pourquoi n'est pas encore sur la table? Pourquoi il met en place ces économies? Il se met en place ces économies pour se plier aux injonctions de Bruxelles et de Strasbourg qui imposent les fameuses règles de 3% de déficit, dont on ne sait pas d'où elles viennent, ces règles de 3% de déficit. Enlever ce Eh bien, seuil, je dis même pas. remonter Moi, je dis chiche. Chiche, vous voulez remettre en place ces règles budgétaires? Soumettez à référendum ces règles budgétaires. On a eu un référendum sur l'Union européenne, il date de 2005 ce référendum. Les Français avaient dit que ces règles-là, ils n'en voulaient pas. 55% des Français ont dit qu'ils ne voulaient pas de cette Europe libérale qui coupe nos services publics, qui met en place ces coupes budgétaires. Donc il faut laisser Eh la bien, France moi, j'ai s'endetter, il 28 faut laisser ans. les pays s'endetter. J'ai 28 ans. Et comme tous les jeunes de moins de 35 ans, on n'a jamais eu notre mot à dire sur cette Union européenne. Cette Union européenne se construit et s'impose à nous. Eh bien, moi, je souhaite justement qu'on reprenne la main et qu'on puisse avoir notre mot à dire. Et la question de la dette est complètement différente. C'est plutôt la question de comment on donne des marges de manœuvre aux États pour pouvoir investir. L'endettement n'est pas forcément quelque chose de négatif s'il permet de nous enrichir. Je prends souvent cet exemple, je l'ai ressorti sur le plateau tout à l'heure. La ville de Paris s'est endettée sur 100 ans lorsqu'elle a construit son premier métro, sur un siècle. Est-ce que ça a appauvri la ville de Paris ou est-ce que ça l'a enrichi?
ça l'a enrichi. Si demain, l'État français investissait dans le développement du fret ferroviaire, des infrastructures ferroviaires dignes de ce nom, dans des services publics de proximité permettant de former, d'avoir la jeunesse la mieux formée au monde, de réindustrialiser le pays, alors ce ne serait pas une mauvaise dette, ça permettrait au pays de s'enrichir au contraire. Malheureusement, aujourd'hui, on s'endette pourquoi? Pour donner toujours plus d'argent, notamment aux actionnaires. Voilà. Et là, c'est un problème. 11h50, Léon Desfontaines, il y a Bobby Junior, Bobby JR. Bonjour, Je ne sais Bobby toujours Junior. pas. Salut Bobby, encore bonjour. Qui vous dit bonjour, Léon Desfontaines. Quel changement pour la défense des travailleurs européens? Et d'ailleurs, est-ce qu'il y a même une unité de ces travailleurs en Europe? Non, il n'y a pas d'unité. Aujourd'hui, l'Union Qu'est-ce que vous européenne proposez donc pour L'Union européenne améliorer leur a favorisé la mise en concurrence entre les travailleurs. Bien sûr, on voit la concurrence chinoise, américaine et du Chili, de Nouvelle-Zélande, etc. Mais il y a aussi une concurrence intra-européenne. La plupart des industries et des usines que nous avions en France, elles ont été délocalisées, non pas à l'autre bout de la planète, mais à l'est de l'Europe parce que la manœuvre était moins chère. Et on a eu une dernière vague d'élargissement il y a une vingtaine d'années. On a intégré les pays de l'est de l'Europe, la Pologne, la Bulgarie, la Roumanie, etc. Il est peut-être l'heure de tirer le bilan de cet élargissement. Ce bilan est globalement négatif. Aujourd'hui, parce que la manœuvre est aux alentours de 400 euros par mois, le salaire minimum est aux alentours de 400 euros par mois dans ces pays. Moi, j'ai vu Whirlpool et Goodyear à Amiens délocalisés à l'est de l'Europe parce que la manœuvre était moins chère. Et aujourd'hui, on en a qui nous disent qu'il faut de nouveau élargir l'Union européenne à des pays où le salaire minimum est inférieur à 200 euros par mois. La Géorgie, l'Ukraine, la Moldavie. L'Ukraine, et vous les êtes pays des contre Balkans. J'y suis l'élargissement fortement opposé parce que ça va accroître cette mise en concurrence des travailleurs. Ça va signer la fuite en avant de notre industrie et la ruine de nos agriculteurs. Donc ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il faut réfléchir davantage à une harmonisation d'abord, une harmonisation notamment des règles sociales au maximum, notamment imposer l'idée que chaque pays européen puisse à minima avoir un salaire minimum, que ce salaire minimum soit fixé à peu près avec les mêmes règles, et notamment, moi je prendrais la règle espagnole qui est en gros 60% du salaire médian, et que chaque pays déjà puisse avoir cette règle-là. Ça permettra d'augmenter mécaniquement les salaires et d'arrêter cette mise en concurrence déloyale. Et après, sur l'élargissement, la question se posera dans un second temps. Il y a Zeppo Poète qui vous pose une Enchanté. question. Alors, qui pose une question davantage aux communistes, je pense que vous êtes. C'est pourquoi ne pas appeler les prolétaires à la grève générale et à prendre le pouvoir? Et pensez-vous que la solution pour les opprimés passera par les urnes? Pourquoi ne pas parler de capitalisme? J'en parle et je le dis d'ailleurs, le fait d'être communiste aujourd'hui, c'est justement dire que cette société capitaliste nous mène droit à la catastrophe parce qu'elle est incapable de répondre à l'impératif environnemental, mais aussi à l'impératif sanitaire, social avec le développement des inégalités et du chômage, et l'impératif économique, on est en train de le voir, on est en train de perdre notre souveraineté dans tout un tas de domaines dans lesquels nous l'avons perdu. Maintenant, ce que j'ai envie de dire déjà, c'est que c'est pas aux responsables politiques. Grève générale ou pas, Léon Desfontaines? Mais c'est pas aux responsables politiques de décréter, c'est aux travailleurs eux-mêmes. D'ailleurs, le projet même que je porte, c'est de dire que c'est aux travailleurs d'avoir le dernier mot et de pouvoir s'exprimer sur la scène politique notamment. Donc c'est aux travailleurs de décréter quand est-ce qu'ils se mettent en grève ou non. Par contre, ce que je dis, c'est qu'il n'y a pas que de finalité électorale. Et moi, je ne dis pas que demain, en étant élu, il n'y aura plus de grève, comme le disent certains à gauche. Je dis au contraire qu'il faut une complémentarité entre le travail des élus et le travail des travailleurs, du coup, organisés dans l'ensemble des syndicats. Et oui, demain, quand je serai élu au Parlement européen, nous aurons besoin de travailler en complémentarité avec les syndicats pour pouvoir obtenir des victoires. Et moi, je l'observe, je vous donne un exemple très concret. Je pense que les travailleurs doivent être davantage au centre des décisions, notamment en termes des décisions de leur entreprise. Je prends souvent l'exemple d'une des dernières centrales thermiques de Cornemay, dans Loire-Atlantique, qui est une centrale qui fonctionne aujourd'hui à gaz et qui fonctionne au charbon également, donc très polluante. Les travailleurs eux-mêmes, pour répondre à l'impératif environnemental, on dit il faut qu'on fasse la bifurcation écologique et il faut que cette centrale qui fonctionne aujourd'hui avec une énergie fossile puisse être reconvertie notamment en biomasse, en utilisant la biomasse et donc beaucoup plus respectueuse de l'environnement. Ils n'ont été que trop peu écoutés, ils se sont battus, ils continuent de se battre justement pour la transition environnementale. Et aujourd'hui, ils attendent que de l'État, que justement l'État investisse dans la transition de cette centrale. Qu'attend l'État? Donc moi je dis, il faut que les travailleurs soient au centre des décisions. C'est le projet politique que je porte. Et d'ailleurs, c'est pour cela que sur ma liste, par exemple, j'ai en deuxième position Sigrid Jardin, enseignante en lycée professionnel, syndicaliste, et que si demain nous passons la barre des 5%, eh bien on fera élire des travailleurs directement au Parlement européen également. Vous parlez beaucoup d'environnement. Vous êtes à 28 ans de la génération climat, vous l'avez encore dit sur scène, sauf que l'association Réseau Action Climat a creusé votre programme et tous les voyants ne sont pas au vert. Comment vous l'expliquez qu'il y a des points rouges, des points oranges sur votre programme Justement, on en a discuté écologique. avec eux. En fait, on est la seule force politique à avoir fait un plan climat.
C'est-à-dire qu'on a permis de planifier, dessiner un chemin qui nous permettra d'atteindre cette fameuse neutralité carbone en 2050. Alors j'en ai discuté par l'intermédiaire de collaborateurs, qu'aujourd'hui, ils nous disaient, mais oui, mais sur les énergies renouvelables, on ne comprend pas. Moi, je le dis, on veut beaucoup plus d'énergie renouvelable. Mais en fait, pour répondre à l'impératif environnemental, je pense qu'il faut sortir de tout dogmatisme. Je le dis, si on veut atteindre la neutralité carbone en 2050, ça veut dire diminuer considérablement nos émissions de gaz à effet de serre. On a deux chemins qui se dessinent devant nous. Soit on décide d'investir dans le 100% énergie renouvelable, mais ça veut dire qu'on ne produit moins d'électricité et qu'on accepte que lorsqu'il n'y a pas suffisamment de vent, pas suffisamment de soleil, alors nos trains ne roulent plus, nos services publics restent fermés, et bien sûr, on sera incapable de répondre à la réindustrialisation, à l'enjeu de réindustrialisation du pays. C'est un choix. Soit on investit, c'est notre choix, dans un mix nucléaire et renouvelable. J'insiste sur mix, ça veut dire construire des réacteurs nucléaires, comme construire et développer les énergies renouvelables, qui nous permettront de produire plus d'électricité, que cette électricité soit bas carbone, et ça nous permettra d'engager partout ce que je souhaite, des grands travaux utiles pour l'environnement, pour permettre de remplacer des camions par des trains, en développant le fret ferroviaire, en développant le fret fluvial, en permettant d'engager la rénovation thermique des bâtiments, en permettant aussi de réindustrialiser, parce que ça va être un enjeu majeur si on veut rapprocher la production de la consommation, si on veut développer les lignes à grande vitesse et redévelopper les lignes de chemin de fer du quotidien. C'est ça que moi je souhaite porter comme ambition pour mon pays. Et je le dis, on a besoin de ce mix nucléaire et renouvelable pour permettre de répondre à cet impératif environnemental. Mais j'insiste encore une fois, ça veut dire développement des énergies renouvelables comme du nucléaire. Voilà. Question d'Alyosha 64. Salut Alyosha, merci de nous rejoindre. Merci aussi pour ta question. Les marxistes disent qu'on ne peut pas changer la société par les urnes. Est-ce que Léon Desfontaines est révolutionnaire? Est-ce que vous êtes révolutionnaire, Léon Desfontaines? Bien sûr que je suis révolutionnaire et je l'invite à relire les théoriciens de Marx qui disent que, en effet, tout ne se changera pas par les urnes, mais que par contre, ça se règle sur la question politique, sur le champ politique. Et moi, je dis, il faut intervenir sur tous les champs politiques et notamment ces élections. Et d'ailleurs, les grandes victoires que nous avons eues, celle du Front populaire ou celle du Conseil national de la résistance, elles ont été obtenues à la fois par les urnes et à la fois par l'engagement des travailleurs qui se sont mis en grève. Les congés payés, on ne les a pas obtenus uniquement par les urnes. On les a obtenus parce que le Front populaire a été élu d'un côté et qu'on a eu des grèves massives pour permettre justement d'arracher ces victoires auprès du capital. C'est ce que je souhaite. Les urnes, vous en avez besoin pour pouvoir avoir un siège au Parlement européen. 5. Or, 5 directement. Or, il vous faut 5% à la fin. Là, vous n'êtes crédité que de 3% d'intention de vote dans les sondages. Comment vous l'expliquez? Et est-ce que vous regrettez de ne pas vous être rallié avec le reste de la gauche? C'est mieux que la semaine dernière, on était à 2. Vous voyez, si on continue comme ça, les 5%, on va réussir à des les sondages. atteindre. Vous Mais ce que j'ai envie de dire, des 2 mais et 3%. ils augmentent tous depuis ces derniers temps. Et ce que j'observe, c'est que un Français sur 4 qui compte aller se rendre aux urnes, pour l'instant, n'a toujours pas fait son choix. Donc moi, je souhaite, durant cette dernière semaine, justement, aller les convaincre de voter pour notre liste. Deux choses. Tout d'abord, dire que l'élection européenne, c'est une élection à la proportionnelle. C'est-à-dire que l'ensemble des listes qui dépassent les 5% auront mécaniquement 5 élus. Voter pour notre liste, c'est le système en France. Notre liste, la gauche unie pour le monde du travail, si elle dépasse les 5%, ça fait 5 élus en plus pour la gauche, 5 élus en moins pour la droite et l'extrême droite. Je ne souhaite pas prendre des sièges à la gauche. Je souhaite en retirer à l'extrême droite et les occuper par des candidats de gauche. Maintenant, j'ai aussi toujours dit que nous avons des points communs à gauche, bien évidemment. Nous saurons défendre la lutte contre l'ubérisation du travail, par exemple. Avec les insoumis. Avec les insoumis, mais je pense même globalement avec les 4 listes de gauche, je pense qu'on y arrivera. Mais par contre, nous avons aussi notre singularité. On a parlé de l'écologie et du nucléaire. Moi, je souhaite aussi refaire de la question du travail et du salaire les priorités de ce mandat européen, de la lutte contre la vie chère, de baisser les factures énergétiques des Français. C'est une des singularités que nous avons. Mais pour cela, maintenant, vu que c'est une élection à la proportionnelle, il n'y a pas de problème. Et vous aviez des différences au moment de la création de la NUP au lendemain des législatives. Pourtant, vous avez topé ensemble, tous les 4. Pourquoi pas là? Pourquoi pas aux européennes? Vous voyez la dynamique de Raphaël Glucksmann. Vous ne regrettez pas de ne pas être dans cette histoire? Heureusement que je n'en ai pas avec Raphaël Glucksmann. J'ai beaucoup de respect pour ce qu'il incarne, mais il incarne cette gauche européiste qui a toujours défendu cette Europe sociale qui s'est imposée auprès des travailleurs français. Moi, je souhaite au contraire dire qu'en effet, cette Europe n'est pas forcément une chose pour tout le monde. Raphaël Glucksmann est favorable à l'élargissement de l'Union européenne qui va accroître les inégalités sociales. Enfin, il est favorable quand même à l'intégration d'un pays qui a des salaires minimums à 200 € par mois. L'Ukraine. Et donc, qui viennent dire aux ouvriers de Goodyear et de Whirlpool à Amiens que ça va avoir des effets bénéfiques sur leur travail. Non, ce n'est pas vrai. Donc oui, nous avons des points communs, je l'ai toujours dit, mais nous avons aussi notre singularité. Et si vous voulez demain donner de la force à cette nouvelle page qu'on est en train d'écrire pour la gauche, qui justement balaye d'un revers de main cette gauche libérale d'un côté et cette gauche outrancière de l'autre, et qui se rassemble sur la question sociale, sur la question du travail, eh bien donnez-nous de la force, donnez de la force à nos élus. Et je le dis, le vote utile le 9 juin, c'est nous permettre de dépasser les 5%, parce que c'est le vote utile
lutte contre l'extrême droite. J'ai 28 ans, j'ai l'âge de Jordan Bardella, je ne le lâcherai jamais, je ne le lâcherai pas les baskets, que ce soit dans cette campagne européenne ou demain au Parlement européen. Alors, me permettre de faire mon entrée au Parlement européen, c'est aussi aller le combattre pied à pied, le Rassemblement national et notamment leur candidat Jordan Bardella. Et juste Jordan Bardella qui est crédité de plus de 33% d'intention de vote dans les sondages. La gauche va être bien plus basse. On verra. Comment Moi, vous allez vous sentir moi, je suis dimanche persuadé. soir Mmh. face On à ce verra. Mais résultat? en tout cas, moi au moins, je n'aurai pas honte et je ne regarderai pas mes pompes. J'ai combattu pied à pied le Rassemblement national. J'ai montré auprès des Françaises et des Français sur les plateaux télévisés qu'ils étaient réellement, c'est-à-dire des faussaires de la question sociale. Ils se disent partout grands défenseurs des travailleurs et de la France. Qu'est-ce qu'ils ont voté au Parlement européen? Qu'est-ce qu'ils ont voté à l'Assemblée nationale? L'indexation des salaires sur l'inflation. Nous, on est pour, on l'a proposé à l'Assemblée, ils ont voté contre. Le retour de l'ISF, les Français sont pour, ils ont voté contre. Même le parti qui se dit défenseur des territoires et de la ruralité ont voté main dans la main avec les députés d'Emmanuel Macron contre une loi qui permettait de réguler les déserts médicaux. La réalité, c'est que c'est un faussaire de la question sociale. Eh bien, moi, je vais le dire, je vais continuer à le dire, et on verra bien le 9 juin, probablement qui sera en tête, mais peut-être pas à ce niveau-là, parce que justement, nous aurons été capables de montrer qui il était réellement, à savoir un faussaire de la question sociale. Midi 45 secondes, 45 secondes pardon, dans le talk de France Info sur Twitch. Merci Léon Desfontaines. Merci Allez, à une vous. question, Merci. vous répondez par oui ou par non. C'est Jean Écrat qui vous la pose. Monsieur Desfontaines, est-ce que votre liste va voter pour l'accès gratuit à l'IVG, comme le propose l'initiative citoyenne européenne Ma Voix, Mon Choix? L'accès gratuit à l'IVG, oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Merci Léon Desfontaines. Merci à vous. Merci.